Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais ici vous exposer ce qu'on a fait en classe un petit peu en toute fin d'année. Je ne vais pas m'attarder sur le cours puisque vous aurez qu'à lire le PDF que j'ai mis. Par contre, je vais détailler un petit peu le problème que vous voyez ici au-dessus, qui est le problème du chevalier de Méret, qui est un classique dans les calculs de probabilité. Voici l'énoncé du problème, tout simple. A-t-on plus de chances d'obtenir un 6 en lançant un dé à 6 faces 4 fois, plutôt qu'un double 6 en lançant 24 fois les 2 dés? Alors quand on dit un 6 ou un double 6, ça veut dire bien entendu au moins. On considère bien sûr que les dés ne sont pas truqués, c'est-à-dire qu'on a autant de chances, voilà, c'est une situation d'équi-probabilité, comme on dit. Et on cherche donc à trouver les probabilités de ces deux événements. Donc on commence par modéliser avec les termes de probabilité ces expériences aléatoires. Alors il faut savoir que dans ce problème, en fait, euh, c'est un problème de parieurs avec les lancers de dés à l'époque. Hein. Les parieurs que sont les grands mathématiciens qui ont commencé les probabilités, se sont rendus compte qu'en fait, ces deux événements, un 6 en 4 lancers ou un double 6 en 24 fois un lancer de 2D, bah, il y avait à peu près une chance sur deux que ça arrive. À peu près une chance sur deux. Mais ils voulaient en fait savoir précisément lequel de ces deux événements avait le plus de chances, le plus de probabilité d'arriver. On verra à la fin qu'on va calculer la probabilité exacte de ces deux événements, la probabilité théorique, bien entendu. Alors, on commence par appeler A l'événement obtenir au moins un 6 en 4 lancés et l'événement B obtenir un double 6 en 24 fois 2D. Commençons par calculer l'événement, la probabilité de cet événement obtenir au moins un 6 en 4 lancés. Pour ça, notre première préoccupation, ça va être tout d'abord de déterminer l'ensemble des issues possibles. C'est une situation d'équi-probabilité. Donc en fait, chercher la probabilité de cet événement, c'est tout simplement dénombrer le nombre d'issues favorables à cet événement sur, si on calcule le nombre d'issues favorables, on divise tout simplement par le nombre d'issues possibles pour avoir la probabilité de l'événement. Donc c'est la formule de base de probabilité que vous avez déjà vue en troisième. Donc pour ça, il faut évidemment déterminer le nombre d'issues possibles. Donc on commence par s'intéresser à l'expérience aléatoire en elle-même. On lance 4 fois le dé. Donc une issue, par exemple, de l'événement, c'est 1, 4, 3, 5. C'est une issue possible, bien entendu. Hein, donc c'est une issue de l'événement, hein, c'est un quadruplé de 4 valeurs comprises entre 1 et 6. L'ensemble des issues possibles, qu'on appelle oméga, on peut ici l'expliciter directement. Ben, ça va être tous les quadruplés ABCD avec ABCD des entiers entre 1 et 6. Du coup, le cardinal, c'est-à-dire le nombre d'éléments, le nombre d'issues possibles, ben, en fait, il se dénombre tout simplement en se disant combien j'ai de possibilités pour A, combien j'ai de possibilités pour B, pour C et pour D. Donc le nombre d'issues possibles, c'est 6 fois 6 fois 6 fois 6, 6 puissance 4 issues possibles. D'accord? On peut voir ça un petit peu comme un arbre, hein, en fait. Quand on essaie de dénombrer ici les issues possibles, il faut se poser la question, combien j'ai de possibilités? Pour le premier que j'ai appelé petit a ici, pour le premier élément dans mes issues possibles, j'ai 6 possibilités. Donc c'est comme si c'était un arbre, en fait. On part du tronc et on a 6 branches possibles. Au bout de chaque branche, il y a encore 6 possibilités pour le deuxième. Puis encore 6 possibilités. Et au final, on dénombre le nombre de feuilles totales au bout de toutes nos possibilités. Et vous voyez qu'on a donc 6 fois 6 fois 6, donc 6 puissance 4. À présent, comment dénombrer le nombre d'issues favorables à notre événement, obtenir au moins un 6? Alors, il y a deux possibilités. Pour calculer la probabilité de cet événement, on a deux stratégies possibles. Soit on commence par calculer le cardinal directement de l'événement, d'accord? Donc, je rappelle hein, qu'un événement, c'est un sous-ensemble d'issues possibles. Donc, un événement, une issue qui va réaliser l'événement A, ça va être par exemple 6, 2, 3, 4. Ou encore 1, 6, 3, 4. Il suffit d'avoir au moins un 6, d'accord? Mais notre événement, ça va être toutes les issues qui réalisent, qui ont au moins un 6 dans ces 4 valeurs possibles, d'accord? Et on veut trouver combien il y a de quadruplés, hein, enfin, c'est la première possibilité, combien il y a de quadruplés dans lesquels il y a au moins un 6. L'autre stratégie, c'est de passer par ce qui est écrit ici, A bar, qui est l'événement contraire de A. D'accord? Et on peut calculer, donc l'événement contraire d'obtenir au moins un 6, ça va être d'obtenir aucun 6.
Et on verra que on peut aussi dénombrer le nombre d'issues favorables à cet événement, c'est-à-dire le nombre de quadruplés dans lesquels il n'y a aucun 6. On peut dénombrer ça, auquel cas, si on connaît le cardinal de A bar, de l'événement contraire, on peut retrouver la probabilité de A avec la formule qui dit que la probabilité de l'événement A bar, ou la probabilité de l'événement A, la probabilité de l'événement A, c'est plutôt 1 moins la probabilité de son contraire, c'est-à-dire 1 moins le cardinal de A bar, le cardinal, donc le nombre d'issues qui ne réalisent pas A, divisé par le nombre d'issues possibles. Alors, on va commencer par A bar, bien sûr, le contraire de A. C'est facile à dénombrer, en fait, quand on y pense. Vous avez la formule juste derrière moi. Si on pense à l'événement n'obtenir aucun 6, il suffit donc de dénombrer le nombre de quadruplés dans lesquels il n'y a aucun 6. Ben ça, c'est assez facile quand on y pense, puisque si je ne veux aucun 6 dans mon quadruplé, pour la première valeur, j'ai 5 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5. Pour chacune de ces possibilités, j'ai encore 5 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5. Puis 5 pour mon dernier élément du quadruplé. Donc au final, j'ai 5 puissance 4 quadruplés dans lesquels il n'y a pas 6. Et donc, la probabilité de l'événement A, c'est-à-dire obtenir au moins un 6, c'est 1 moins la probabilité de n'obtenir aucun 6, hein, ce que j'ai appelé A bar ici, et n'obtenir aucun 6, c'est 5 puissance 4 divisé par 6 puissance 4, donc 5 sixième puissance 4. On trouve environ 0,5118, pardon. Donc un peu plus d'une chance sur deux, vous voyez, 51,8%, 52% quasiment. Alors, maintenant, regardons. J'ai mis 2 fois la même chose. Ici, voilà. Directement maintenant, pour calculer directement le nombre de quadruplés qui contiennent un 6. Donc là, c'est un peu moins évident, hein, vous avez la formule juste derrière moi. Alors, vous voyez, c'est ce calcul ici qui dénombre le nombre de quadruplés dans lesquels il y a un 6 au moins. D'accord? Première possibilité, vous voyez ici, j'ai choisi de prendre le 6 dans le premier dé. Imaginons que mon premier G2D a 6, bah, du coup, ensuite, il y a toutes ces possibilités-là d'avoir en gros un quadruplé qui commence par un 6. Si j'ai mon 6, le deuxième dé, bah, j'ai 6 possibilités, le troisième 6 et le quatrième 6 possibilités. Donc ça correspond à avoir un 6 sur le premier dé. D'accord? Ensuite, imaginons que ici, j'ai eu un 6 sur le premier et j'ai eu un 6 sur le deuxième aussi. D'accord? Et donc, il reste 5 fois 6 fois 6 possibilités. D'accord? Puisque j'ai déjà dénombré ici le fait qu'il y ait un 6 sur le deuxième dé. Okay, ouais, c'est un petit peu plus difficile à comprendre. Hein. Ici, donc, j'ai eu un 6. J'imagine que j'ai eu un 6 sur le deuxième dé également. Et j'ai 6 possibilités pour le troisième et le quatrième. Ici, j'imagine que j'ai eu également un 6 sur le troisième dé. Et ici, sur le quatrième dé. Voilà. Ce qui fait qu'au final, il me reste 671 possibilités. Et si je fais le calcul 671 divisé par 6 puissance 4, je retrouve la même probabilité ici, 0,5118. D'accord? À présent, donc, vous voyez que dans l'histoire, excusez-moi, je reviens, mais moi-même, je m'embrouille un petit peu là. Je crois que je n'ai pas très bien expliqué en fait. Hein. Donc, c'est le calcul qui convient pour calculer directement le cardinal de A. Mais vous voyez que même là, j'ai du mal à l'expliquer qu'en fait, il vaut mieux, c'est quand même beaucoup plus simple de dénombrer le nombre d'issues favorables à l'événement contraire, n'obtenir aucun 6. Ok? C'est beaucoup plus évident à voir que ce calcul-là dans lequel moi-même je m'embrouille, mais je ne vais pas insister là-dessus. J'aimerais qu'on calcule maintenant donc la probabilité de l'événement B. Alors, attention, dans cet événement, l'expérience aléatoire est différente. Ce n'est plus les mêmes issues possibles. Donc, il convient de se demander qu'est-ce que c'est que les issues de, ici, lancer 24 fois 2D. En fait, il faut essayer de bien visualiser ce que ça représente. Si je lance 24 fois 2D, hein, ben voilà. Qu'est-ce que c'est mes issues possibles? Une issue possible, ça va être, vous voyez, 24 couples de valeurs hein, entre 1 et 6. Alors, contrairement à tout à l'heure, je ne vais pas expliciter totalement l'ensemble des issues possibles. Tout à l'heure, j'avais mis oméga égale l'ensemble des quadruplés. Ici, je ne vais pas m'amuser à écrire oméga égale l'ensemble des 24 uplés de deux valeurs. Ça va être un petit peu compliqué à écrire et ça n'apporte rien. Et ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est le cardinal de cet ensemble. D'accord? Donc, on est d'accord que les issues de mon expérience aléatoire, ce sont
à chaque fois une issue de mon expérience aléatoire sur ce G-là, 24 lancers de 2D, une issue, ça va être donc 24 couples. Je cherche donc à dénombrer sur 24 couples de 2 valeurs combien j'ai de possibilités en tout. Hein, d'où le calcul ici. Hein. Combien j'ai de couples possibles pour le premier des 24? Ben, un couple de valeurs entre 1 et 6, j'ai 36 possibilités. Mais j'ai également 36 possibilités pour le deuxième, pour le troisième, et comme ça jusqu'au 24e couple. Donc au final, j'ai 36 puissance 24 issues possibles à mon expérience aléatoire. C'est énorme. Hein. Un petit calcul nous ramène à 6 puissance 48. J'ai 6 puissance 48 issues possibles à cette expérience aléatoire. Et je répète, hein, chacune de ces issues, c'est 24 couples de 2 valeurs. C'est normal qu'il y ait beaucoup de possibilités. Alors, de la même manière que tout à l'heure, je ne vais pas m'attaquer directement à l'événement B. Hein. Je ne vais pas dénombrer le nombre de 24 uplets dans lesquels il y a un double 6. D'accord? Je vais plutôt m'intéresser à l'événement contraire qui est donc n'obtenir aucun 6. Et je vais dénombrer le nombre de 24 uplets dans lesquels il n'y a aucun 6. Alors allons-y. Voilà, n'obtenir aucun double 6. Bah, le double 6, c'est juste une des 36 possibilités pour un couple. D'accord? Quand j'ai un couple de valeurs, un couple, sur un G de 2D, il n'y a qu'un seul double 6 possible. Ce qui veut dire que le nombre de 24 uplets dans lesquels il n'y a jamais 6, ben c'est tout simplement 35 fois 35 fois 35 fois 35, 24 fois, c'est-à-dire 35 puissance 24 ici, 24, hein, d'accord? Et du coup, la probabilité de B, c'est 1 moins 35 puissance 24 sur 36 puissance 24, ce qui nous donne environ, ici j'ai dit environ 0,491. Voilà la probabilité. Donc, vous voyez ici la difficulté, ça va être de dénombrer vraiment. Hein. C'est le truc à passer. Quoi. Alors, pour conclure sur le problème du chevalier de Méret, nous avons trouvé que la probabilité d'obtenir au moins un 6 en 4 de lancer est un peu plus grande que 0,5, alors que la probabilité d'obtenir un double 6 en 24 lancers de 2D est un peu plus petite qu'un demi. Donc vous voyez, hein, comme dit en introduction, les deux probabilités sont assez proches d'une sur deux. Mais on a plus de chances d'obtenir un 6 en 4 lancers que d'obtenir un double 6 en 24 lancers. La question qu'on s'est posée également en classe, c'est qu'à l'époque où ce problème a été émis, évidemment, il n'y avait pas de machine à calculer. Et si cette première probabilité ici peut se calculer quand même relativement facilement, à la main, j'entends, sans calculatrice, on se pose quand même la probabilité ici de comparer ces deux valeurs, hein, les valeurs exactes, celle-là et celle-là. Est-ce qu'on peut réussir? On a essayé un petit peu en classe, on a vite laissé tomber. Mais la question est hyper intéressante. Je n'ai pas la réponse, hein. Je ne sais pas faire. Hein. Mais c'est très un beau défi d'arriver à comparer 1 moins 5 sixième puissance 4 par rapport à 1 moins 35 sur 36 puissance 24. Autrement dit, si j'enlève les 1 moins, comparer 5 sixième puissance 4 à 35 36e puissance 24. Très intéressant. Hein, parce qu'il y a cette puissance 24 qui n'est pas du tout facile à manipuler. Hein. Voilà. Voilà, ainsi se termine cette vidéo. Je vous laisse sur cette question ouverte. Hein, essayer de bidouiller comme ça, comment comparer 35 sur 36 puissance 24. Bah, vous voyez ici, il y a 6 au carré, là il y a 6, donc on peut réussir à sortir. Là, il y a 5 fois 7 puissance 24. Ici, il y a 5 puissance 4. Donc ici, il y a 5 puissance 24. 5, il y a moyen de bidouiller, d'essayer de comparer ces deux quantités. C'est une question très intéressante auquel on n'a pas réussi à trouver la réponse. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va parler du problème, du paradoxe des anniversaires. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.